les jeunes femmes du FNJ. C'est beaucoup d'honneur pour moi d'être ici ce soir avec vous. C'est vrai que Aymeric Choprade, je dois dire, je suis une lectrice assidue également de ses analyses depuis longtemps. C'est un homme, il faut bien le dire, au courage exemplaire. Il a tout abandonné de sa vie professionnelle pour pouvoir mener ce combat avec nous. En cela, je le remercie, à l'aune d'élections qui sont fondamentales. Il est vrai que les Français ne perçoivent pas toujours dans leur quotidien le poids et la nécessité de contrer cette union européenne. Et j'ai malheureusement à déplorer dans cette campagne, il faut bien le dire, dans cette pseudo-campagne, les mêmes réflexes qui nous empêchent de pouvoir parler librement, parce qu'en France, il faut bien le dire, la parole est pour le moins limitée, qui entraîne un certain nombre de tabous concernant ce débat sur l'Europe, un certain nombre d'arguments qui sont systématiquement mis en avant et qui nous empêchent d'entrer dans le fond des choses, des arguments qui jouent sur la peur, sur l'émotion, sur la morale même parfois, et qui cherchent à décrédibiliser le Front National, qui est le seul parti crédible dans ces élections à proposer une alternative face à ce marasme économique. Alors parmi les arguments que nous imposent nos gouvernants pour défendre l'Union européenne, eh bien, il y a celui de considérer que finalement l'Union européenne c'est le sens de l'histoire, qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'au vu de la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne est la seule solution plausible pour que les Européens restent sur la scène internationale. Et pour cela, il nous explique, dans un raccourci pour le moins faussé, que l'Union européenne c'est l'Europe, qu'il n'y a pas d'autre moyen de concevoir l'Europe qu'à travers l'Union européenne. Déjà, arrêtons-nous un petit peu sur cet argument. L'Union européenne, ça n'est pas l'Europe. Nous ne sommes pas, nous, au Front National, fondamentalement anti-européens, loin s'en faut. Nous reconnaissons l'existence historique, géographique de cette Europe que nous aimons, mais il faut quand même rappeler que l'Union européenne, c'est d'abord une institution, c'est un régime politique. Et c'est un régime politique qui a découlé de choix politiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 57-58, il y a eu plusieurs options pour la construction de cette Union européenne. Il y avait d'un côté un processus politique au sein d'un marché commun qui était transcendé par une politique commune, et puis de l'autre, il y avait une formule libre-échangiste, excluant tout mur douanier commun aux frontières de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la formule qui a été choisie, et qui était celle défendue par Jean Monnet. Jean Monnet, aujourd'hui au Panthéon, dont il ne faut pas oublier quand même qu'il était un homme d'affaires, qu'il était fasciné par les États-Unis et d'ailleurs proche, il faut le rappeler, des milieux financiers anglo-saxons. C'est donc un homme qui n'était pas innocent dans son projet et contrairement à ce qui est souvent dit et répété, dès l'origine, dans sa conception de l'Union européenne, il avait déjà anticipé pour les années à venir cette construction européenne libre-échangiste telle qu'elle existe. Et nous sommes allés tellement loin qu'ils se sont même jusqu'à refuser de penser l'Union européenne avec donc des murs douaniers aux frontières européennes ou même en termes de préférence communautaire qui a d'ores et déjà disparu totalement dès les années 92. L'Union européenne, comme je vous dis, c'est un régime politique, on vient de le voir, qui résulte de choix politiques. Ça n'est pas l'Europe, ça n'est pas l'Europe géographique déjà, puisque quand vous regardez le découpage de l'Union européenne, elle exclut notamment des pays comme la Suisse, et elle cherche à en faire rentrer d'autres dont on sait pertinemment qu'ils ne font pas partie de l'Europe. Je pense notamment à la Turquie. Vous savez que contrairement à ce qui est dit et répété régulièrement, les chapitres de négociation de la Turquie ne cessent de s'ouvrir au fur et à mesure des années. 3 nouveaux chapitres ont été ouverts sous Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qui nous est régulièrement répété. Dans un pays dont l'actualité récente nous a donné l'exemple de l'interdiction de YouTube ou de Twitter récemment, de répression sanglante de manifestations de l'opposition, mais c'est pas grave, en Union européenne, on a l'indignation à géométrie variable, vous savez, concernant les régimes contre lesquels on s'oppose. Donc pas d'Europe géographique, pas d'Europe civilisationnelle non plus. L'Europe, il faut bien le rappeler, c'est d'abord et avant tout un point commun de l'histoire. L'Europe, telle qu'elle est conçue historiquement, c'est une civilisation de culture gréco-latine. C'est une civilisation de religion chrétienne.
C'est une civilisation qui porte un certain nombre de valeurs, d'ailleurs largement inspirées justement de cette doctrine chrétienne et dont l'Union européenne fait totalement fi, qu'elle se refuse d'inclure dans son identité, dans sa qualification. Il suffit d'ailleurs de voir les billets de banque européens pour constater que ce sont des billets qui sont vides, qui ne représentent rien. Ce sont des structures vides, puisqu'aujourd'hui, les valeurs de l'Union européenne, les seules valeurs de l'Union européenne, ce sont la libre circulation et la non-discrimination. Ce sont des valeurs qui sont purement mercantiles et qui sont très très loin de l'idéal. C'est vrai, universaliste d'une certaine manière, mais des idées de l'Europe, du génie européen, de ce qu'il a apporté, il faut bien le dire, au monde depuis des années, qui ne se restreignait pas uniquement à des avancées purement matérielles ou mercantiles, mais qui bien souvent relevaient du génie de la pensée. Et donc, cette Europe, elle se confond souvent, et je crois que ça, Aymeric vous en parlera mieux que moi, avec l'Occident. On parle souvent de la civilisation occidentale. Je considère, et en cela je suis Aymeric Choprade, que l'Europe, ça n'est justement pas l'Occident. Que la civilisation occidentale, la civilisation américaine, est une civilisation qui est distincte de la nôtre, qui s'est d'ailleurs construite contre l'Europe quand on regarde bien. Et en cela, je déplore particulièrement la trahison de nos gouvernements, qui pendant des années nous ont vendu l'Union européenne comme le seul moyen pour les Européens de tenir notre rang mondial dans la mondialisation, de rester performants face aux pays émergents ou face à la Russie et aux États-Unis. Et on se rend compte que se dessine petit à petit, discrètement, l'aboutissement, en réalité finale de leur projet, qui est celui d'un grand marché euro-américain. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis juin 2014 ont été entamées l'ouverture de négociations à l'insu totale des peuples européens pour un grand traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Sachant qu'un grand traité de libre-échange a déjà été voté, à votre insu également totalement, il y a quelques semaines de cela avec le Canada. Et ce traité de libre-échange, eh bien, il concerne non seulement les barrières tarifaires, mais également les barrières dites non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est normes sociales et environnementales. Je vous laisse imaginer quelles seront les conséquences, bien évidemment, de ce grand marché commun euro-américain, quand on voit déjà les conséquences dramatiques qu'ont eu le marché commun inter-européen. Sachant que, bien évidemment, toute aide, quelle qu'elle soit, du genre, par exemple, la PAC, seront regardées comme des distorsions de concurrence par les États-Unis et amenées à disparaître. Qu'au vu de l'extraordinaire capacité des États-Unis à espionner ses alliés, ces négociations sont totalement biaisées. Et que l'on sait d'ores et déjà que dans ce rapport de force, c'est eux qui parviendront à avoir le dernier mot, en nous imposant notamment le poulet au chlore, le bœuf aux hormones, et je ne sais quelle autre ineptie environnementale dont ils ont la pratique régulière dans leur pays. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, puisque non seulement notre soumission sera demain d'ordre économique, mais elle est déjà d'ordre diplomatique. L'Union européenne aujourd'hui, il faut bien dire le caniche des États-Unis. On a un dramatique d'ailleurs exemple dans l'actualité récente, ces pauvres jeunes femmes au Nigeria qui ont été enlevées par des islamistes qui les ont d'ailleurs obligées à les convertir à l'islam. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler, puisqu'on en fait assez peu l'écho, que la religion chrétienne est aujourd'hui la religion la plus persécutée dans le monde. On a un petit peu tendance à l'oublier. Qu'il faille attendre le coup de feu de Madame Obama pour réagir face à ces groupuscules, ces sectes même militaires islamistes radicales qui pourtant sévissent depuis des années déjà en massacrant les chrétiens dans les pays d'Afrique noire. Mais ça n'est pas étonnant quand on voit que l'Union européenne s'attache à mettre en place des régimes islamistes. On l'a vu en Libye, ils ont tenté également de faire cela en Syrie, des régimes qui aujourd'hui imposent la charia. La charia dont je vous rappelle quand même que l'adultère est puni de la lapidation et que les voleurs ont les mains coupées. Je ne vous parle même pas dans le détail du respect des droits des femmes ou des minorités, bien évidemment. D'ailleurs, c'est assez amusant l'indignation sélective qu'ils ont, notamment à l'égard de la Russie,
Poutine n'ont de cesse d'arguer du fait que les Russes seraient d'immondes homophobes. Quand à côté de ça, ils ouvrent le tapis rouge au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, qui pourtant sont des pays qui punissent l'homosexualité de peine de mort. C'est quand même assez étonnant, mais c'est la démonstration qu'aujourd'hui l'Union européenne n'a pas de diplomatie cohérente parce qu'elle est simplement à la botte des intérêts stratégiques des Américains, et on a encore vu une démonstration récente puisque le président américain qui nous appelait à mettre fin au contrat de livraison de nos navires militaires, vous savez, pour sanctionner la Russie, à l'égard de la Russie, un contrat d'1,2 milliard. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Que diraient les États-Unis si nous allions demain leur expliquer qu'il fallait qu'ils renoncent à un contrat industriel d'1,2 milliard parce qu'on estimait que nos intérêts géostratégiques étaient mis à mal dans telle ou telle partie du monde? C'est évidemment la démonstration que cette Union européenne n'est pas l'Europe. Elle n'est pas l'Europe dans sa tradition diplomatique, elle n'est pas l'Europe dans sa réalité géographique, elle n'est pas l'Europe dans son existence civilisationnelle, et elle n'est pas l'Europe en tant que telle parce qu'elle est un régime politique. Les arguments, évidemment, ne s'arrêtent pas là. Ils vont nous expliquer que l'Union européenne, c'est la paix. C'est un argument qui est tout à fait fallacieux. J'ai plus envie de vous dire que l'Union européenne est plutôt la conséquence de la paix, en l'occurrence entre les nations européennes, mais surtout, ça part d'une confusion volontaire entre nation et nationalisme. Nationalisme tel qu'il est entendu aujourd'hui, bien évidemment. C'est évidemment une forfaiture totale, puisque la nation en elle-même n'est pas belliqueuse. Le nationalisme, d'ailleurs, lui-même ne l'est pas. C'est plutôt, on va dire, la recherche des empires qui a entraîné un certain nombre de conflits au sein de l'Union européenne. Et je dois dire que je suis assez choquée par la récupération, ces derniers temps, notamment de la commémoration de la Première Guerre mondiale, où l'on voit allègrement les responsables politiques utiliser les cimetières de 14-18 pour justifier les choix fédéralistes européens en nous expliquant que ces pauvres soldats étaient les victimes des bouchers des régimes nationalistes et que donc aujourd'hui l'Union européenne est incontestable et nécessaire pour ne pas revivre ces atrocités. C'est quand même oublier que pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de Français sont allés se battre sur le front librement, qu'il y avait un véritable engouement, une volonté de défendre la liberté de sa nation contre l'envahisseur. J'en veux pour preuve d'ailleurs le très faible nombre de déserteurs, puisque vous savez qu'il y a eu moins de 1,5% de déserteurs dans cette guerre parce que les Français ont voulu se battre pour la liberté de leur patrie. Ils n'ont pas subi ce choix, ils l'ont voulu. Et je crois qu'il serait bien malheureux de constater aujourd'hui ce que font de leur liberté gagnée les gouvernements. Malheureusement, ces arguments sont répétés à foison. L'Union européenne, c'est la paix. On entend également régulièrement que la nation est un concept dépassé parce que le cadre serait inadapté dans sa taille à la mondialisation. C'est faire bien peu état pourtant de civilisations comme les cités hellénistiques qui ont eu la renommée qu'on connaît, y compris en particulier d'ailleurs au sein de l'Union européenne, malgré leur très faible taille, et c'est surtout omettre de parler des exemples qui marchent. Je pense au Luxembourg, à la Suisse, à la Norvège notamment, qui sont des pays hors de l'Union européenne, et pourtant en Europe, concernant la Suisse et la Norvège, qui sont des petits pays qui ont conservé leur cadre national et qui s'en sortent extrêmement bien. Je veux dire, il faut quand même rappeler ce qu'est la France et quels sont les atouts de la France par rapport pourtant à ces pays. La France, c'est la 5e puissance mondiale. C'est la 2e zone économique maritime du monde. C'est l'une des 9 puissances nucléaires mondiales. C'est le 2e réseau diplomatique derrière les États-Unis. C'est 220 millions de francophones dans le monde et 700 millions sont estimés en 2050 dans le monde. On a donc des atouts extraordinaires pour affronter cette mondialisation, bien plus que des petits pays comme la Suisse ou la Norvège qui pourtant s'en sortent extrêmement bien. Alors après avoir argué de tous ces arguments,
eh bien, ils nous expliquent qu'ils veulent changer l'Europe. C'est le slogan chaque fois répété de campagne en campagne par les Verts, par le PS, par l'UMP. Mais c'est également un extraordinaire mensonge que de vendre cela aux Français. Puisque de toute façon, plus l'élargissement avançait, plus la réforme politique devenait impossible. Nous sommes aujourd'hui dans un système où la Commission européenne dispose du monopole de l'initiative parlementaire. Seule elle peut proposer des lois à voter au Parlement européen. Imaginez un Parlement européen dans lequel vous avez plus de 700 députés, avec 25 langues officielles. Alors je vous laisse imaginer la réaction du député slovaque à l'intervention ironique de l'italien. Vous vous imaginez bien que ce n'est pas au sein du Parlement européen que sont prises les décisions, qui sont d'ailleurs noyées sous des centaines de milliers de textes ultra techniques à voter tous les ans. Et la conséquence, c'est que les lieux de pouvoir au sein de cette Union européenne se sont déplacés. Ils se sont déplacés dans des espèces de succursales où se tiennent des réunions à huis clos, on les appelle communément les trilogues d'ailleurs, qui sont largement ouverts notamment au lobby. Et ce Parlement européen n'est devenu qu'une pseudo-caution démocratique quand les vraies décisions appartiennent aux technocrates de la Commission européenne ou aux décideurs complètement livrés à ces lobbies. Cette réforme de l'Union européenne, elle est donc impossible. Impossible à 28. C'est un mensonge que de faire croire cela, tout comme c'est un mensonge de faire croire que l'on aura la capacité de faire baisser l'euro. Puisque vous savez que cette capacité appartient à la Banque centrale européenne qui est indépendante aujourd'hui. Donc nous sommes censés ne pas avoir la main dessus, et c'est sans compter bien évidemment l'opposition indéniable de l'Allemagne, dont Madame Merkel a dit il y a quelques semaines que l'euro fort protégeait la vitalité des exportations allemandes. Donc bien évidemment, nous ne parviendrons pas à baisser l'euro, nous ne parviendrons pas non plus à revenir à une espèce d'Europe néo-carolingienne comme nous vend M. Wauquiez, qui maintenant défend une Europe des 6, puisque justement l'intégralité du système économique allemand s'est construite grâce à l'élargissement à l'Est et à la sous-traitance de son industrie au sein de ces pays de l'Est. Donc nous sommes confrontés à un choix difficile au Front National. C'est vrai qu'on pourrait être beaucoup plus démagogique, peut-être moins choquant dans nos propositions, dire mais oui, on va changer, on va se concerter, on va s'entendre entre nous pour baisser l'euro, pour sortir de Schengen, pour mettre des frontières, mais ce serait vous mentir. Ce serait vous mentir parce que cette Union européenne, elle est totalement irréformable en l'état et que nous ne parviendrons jamais avec nos économies structurellement différentes, avec nos intérêts bien entendu différents, à cet accord commun. Donc la seule solution que nous avons pour éviter le pire, eh bien, c'est de revenir à un cadre national. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est simplement revenir à un cadre qui a été la démonstration de son efficacité en termes de protection des populations, en termes d'efficacité industrielle, en termes d'efficacité d'emploi et en termes j'ai envie de vous dire, d'identité. Parce que cette Union européenne a quand même bon dos de faire valoir en permanence les droits de l'homme, l'humanisme, la tolérance, le Conchita Wurst et tout ça. Mais, pardonnez-moi, qu'a fait l'Union européenne depuis qu'elle s'est construite pour améliorer, j'ai envie de vous dire, pour forcer à l'avancée sociale dans le monde? Strictement rien. Pendant des siècles, l'Europe a fait bien plus que cette Union européenne. Nous avons créé un marché commun de 500 millions de consommateurs. N'était-il pas judicieux éventuellement d'envisager que pour avoir le privilège d'accéder à ce marché, il faille respecter un certain nombre de conditions à travers les barrières douanières que l'on aurait pu conditionner au respect de normes sanitaires, sociales, environnementales? Et bien au lieu de cela, on a ouvert librement ce marché commun de 500 millions de consommateurs sans aucune contrepartie, et donc on a alimenté ce système d'esclavagisme moderne que l'on voit en Chine ou dans un certain nombre de pays émergents qui n'ont aucun droit social, aucune norme environnementale, qui font travailler des enfants dès le plus jeune âge, et cela toujours au nom de l'humanisme et des droits de l'homme. Ça, je conteste formellement cette Union européenne qui parle souvent de fraternité, mais qui nous prive
de notre capacité à être fraternel. Parce que la fraternité, ça ne se décrète pas politiquement, ça se vit et ça se ressent. Si vous êtes fraternel à l'égard plus de votre frère et de votre sœur, plutôt qu'à l'égard de vos voisins, vous êtes plus fraternel à l'égard de vos voisins qu'à l'égard d'un étranger, c'est parce que vous avez le sentiment de partager quelque chose en commun, que vous avez le sentiment d'avoir un mode de vie, des traditions, des cultures, une langue, des choses qui vous identifient par rapport à l'autre et vous attachent à votre proche plutôt qu'un autre. Or aujourd'hui, cette fraternité, elle nous est confisquée parce que notre identité nous est confisquée, ce que nous avons en commun nous est confisqué. L'Union européenne nous voue être simplement des consommateurs privés de l'attachement à leur terre et à leur culture, qui finalement seraient simplement amenés à consommer et à circuler librement, indépendamment des frontières. Mais cela, ça ne rend pas le monde fraternel, bien au contraire, puisque finalement ça nous indifférencie totalement, ça pousse à l'individualisme et ça nous empêche de ressentir ce qui est extraordinaire dans la fraternité nationale, à savoir cette appartenance à un peuple. Et ce peuple, il est français. Il n'est malheureusement pas européen, il est encore moins mondial. Mais je crois donc que le meilleur moyen de préserver ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, justement cette extraordinaire capacité à vouloir aider son prochain, le soutenir dans le cadre d'une solidarité nationale, penser à lui avant de penser aux autres, c'est en préservant cette fraternité, ce sentiment d'appartenir à un peuple. Et en cela, je condamne fermement l'Union européenne qui nous empêche cela, non seulement par l'oubli de l'histoire, par les politiques qu'elle mène, mais aussi par une immigration massive qu'elle nous empêche d'assimiler et qui participe de la désagrégation de notre peuple et de notre sentiment de fraternité. Alors pour toutes ces raisons, il faut être lucide sur l'Union européenne et comprendre que l'Union européenne, ça n'est pas une évidence de l'histoire incontournable, qu'elle a été un choix politique précis, au service d'ailleurs d'intérêts minoritaires, mais plutôt bien identifiés aujourd'hui, et que la politique a les moyens de remettre cela à plat. La forme, le pouvoir politique, malgré qu'il soit aujourd'hui largement dépossédé et soumis à l'économie, a le pouvoir de changer cela. Encore faut-il que le peuple le veuille et le démontre. Si ça ne se fait pas dans des conditions démocratiques saines, ça se fera par d'autres biais peut-être plus violents. Et je le refuse, car je suis attachée à la stabilité de mon pays. C'est pourquoi je vous invite à être lucide sur ces élections, à surtout expliquer à vos voisins l'importance de ces élections, leur expliquer que l'abstention, c'est le meilleur moyen de donner un blanc-seing aux grands partis en place et à ces constructions européennes. C'est pourquoi je vous invite le 25 mai prochain à voter pour Aymeric Chauprade et pour sa liste. Je vous remercie beaucoup.